Je vais vous inviter, avec les autorités qui m'ont convié, à vous plonger dans les siècles qui sont réputés obscurs, et donc a priori mon fond va devenir noir. On m'a demandé de parler de Rome et des mondes barbares. Mais peut-être ce fond n'est-il pas si noir que cela, et la division entre Rome et les mondes barbares n'est-elle pas si évidente que cela? Il suffit par exemple de considérer deux fibules des 5e ou 6e siècles et de se demander si ça représente un aigle, si c'est le symbole de Rome, si ça représente un oiseau de proie, si c'est dans ces cas-là un symbole barbare, si l'orfèvrerie est méditerranéenne par sa confection, si les pierres sont venues d'Orient par les analyses physico-chimiques qu'on a pu en faire, et si cette division entre Rome et les mondes barbares est aussi évidente qu'elle ne peut y sembler. Alors, évidente, cette division, elle le semble, ne serait-ce que par la carte. Les Français aiment beaucoup mélanger l'histoire et la géographie, et beaucoup d'entre nous avons fait de l'histoire avant tout en regardant des cartes. Or, en considérant les cartes que nous avons sur nos manuels scolaires, les vieux souvenirs que nous avons gardés du secondaire et parfois même de l'école primaire, la division entre l'Antiquité et le Moyen-Âge est évidente. L'Antiquité, c'est un monde romain monolithique, tourné sur la Méditerranée, centré sur Rome. Alors que le Moyen-Âge, c'est une mosaïque de royaumes portant des noms étranges, royaume des Visigoths, royaume des Ostrogoths, royaume des Francs. Et c'est un univers qui, désormais, est en train de se couper de l'Orient, coupé de la Méditerranée, et qui est en train de devenir une Europe médiévale. Entre les deux, que s'est-il passé ? Eh bien, nos manuels nous répondent, et ils ne sont pas les seuls à le dire. Un certain nombre de textes des 4e, 5e siècle nous expliquent qu'il y a un responsable, ce sont les barbares. C'est ce que dit saint Jérôme dans une lettre extrêmement célèbre, quoique extrêmement isolée, de 409, qui explique qu'une prodigieuse multitude de nations cruelles et barbares ont énoncé les Gaules, et de citer un certain nombre de peuples, les Quads, les Vandales, les Sarmates, tous ces peuples au nom imprononçable, des barbares qui ont ravagé presque toutes les villes. Et ça serait ça la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Alors c'est ce que l'on a appris dans les livres scolaires, mais pas uniquement dans les livres scolaires, puisque parfois, lorsque la cloche de l'école a fini de sonner, on a regardé d'autres livres qui nous ont également appris que la fin de l'Antiquité, finalement, c'était l'irruption de peuples aux noms étranges, comme les Goths. D'ailleurs, les Goths sont écrits en gothique, c'est dire s'ils viennent de l'extérieur, mais que l'on peut quand même situer sur la carte, dont on peut expliquer la culture matérielle, puisque Astérix chez les Goths fait une véritable œuvre d'historien en expliquant que l'on peut avoir du mobilier archéologique qui a été retrouvé et que également on peut faire de la cartographie historique. Ces cartes de la fin de l'Antiquité, en fait, se résument à des flèches. Pensez les 4e et 5e siècles, la transition entre Antiquité et Moyen-Âge, pour la plupart d'entre nous, c'est penser un monde avec des déplacements massifs de population qui viennent du plus profond de la Bohème, pour reprendre une chanson de Michel Sardou, et qui viennent soudainement détruire les provinces occidentales. Ce sont des barbares qui ont mené des grandes invasions. Je vais peut-être commencer par là. Barbares et grandes invasions. Alors le terme de barbare ne pose pas véritablement de problème. Les barbares, c'est un titre qui fait florès dans l'édition française depuis au moins les années 1930 et 1940. Quant à la notion de grandes invasions barbares, on la retrouve encore sur la dernière édition du manuel d'histoire de CM1. Pas de doute. Mais il faut quand même comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un barbare ? Le barbare apparaît vers le 5e siècle avant notre ère. Ce n'est pas une création de l'Antiquité tardive, c'est une création très progressive que d'inventer le barbare. C'est la Grèce qui invente le barbare. D'abord, le barbare, c'est quelqu'un qui fait barbar, tout simplement. C'est quelqu'un qui parle différemment de vous. C'est donc un étranger linguistique qui est également un être différent sur le plan physique, puisque tout le monde sait, en Grèce, au 5e siècle, que l'étranger barbare est un étranger pileux. Le Gaulois, notamment, est rebelle parce que son cheveu est rebelle. Et donc, vous avez une représentation de ces barbares vêtus de fourrure ou arborant des toisons particulièrement développées. On a donc un physique barbare qui va exister encore dans l'Antiquité tardive. Regardez Astérix chez les Goths et observez un petit peu la figure du général Coudetric. Le
nomadisme fait également partie de la définition de la barbarie. Le barbare bouge, alors que le civilisé est par nature sédentaire. Comme le barbare bouge, il a une alimentation différente. Un barbare, c'est quelqu'un qui va manger beaucoup trop de viande. C'est quelqu'un qui va être très proche de l'animalité parce qu'il vit avec ses troupeaux. C'est quelqu'un qui ne va pas cultiver la vigne. C'est quelqu'un qui va boire de la bière. Oui, ce n'est pas tout à fait logique parce que quand on y réfléchit bien, la bière, il faut des céréales pour la faire. Et donc, l'idée que le barbare est un buveur de bière et donc il est nomade n'est pas tout à fait logique. Mais les Grecs ne sont pas forcément logiques. L'idée est d'absolument créer quelqu'un qui est autre et que Rome va recevoir comme autre. C'est quelqu'un également qui traite trop bien sa femme ou trop mal sa femme, mais dans tous les cas qui n'a pas le rapport de supériorité naturelle du mâle envers la femelle que l'on trouve dans l'Athènes classique du 5e siècle. C'est aussi quelqu'un de violent et quelqu'un dont l'existence doit s'expliquer rationnellement. Les Grecs vont inventer une théorie pour expliquer l'apparition de la barbarie, c'est la théorie des climats qui va être encore vivante pendant la fin de l'Antiquité. La théorie des climats, développée par le père de la médecine, Hippocrate, puis ensuite reprise par Aristote, est toute simple. Le civilisé ne peut vivre qu'en Méditerranée. La zone tempérée nord, qui comprend la Méditerranée, permet un équilibre du climat, pas trop chaud, pas trop froid, donc un peu comme ici à Draguignan, on est bien. Donc le sang n'a pas tendance à s'échauffer et à monter dans le cerveau, comme ça arrive au sud, mais il n'a pas non plus tendance à refroidir, à congeler et à tomber dans les muscles. Donc le civilisé n'est ni trop brutal, ni trop rusé, il est parfait. Par contre, dès que l'on s'éloigne un peu de cette zone-là, on arrive dans la zone froide nord, où là, les gens vont effectivement être extrêmement violents parce qu'il y a un peu trop de sang dans l'organisme. Ou, si on descend un peu trop au sud, le sang s'évapore, on va avoir des gens perfides, rusés, comme les Égyptiens, mais manquant, heureusement, de courage. Le barbare est donc constitué avant les invasions barbares. Certes, Rome va apporter sa pierre à l'édifice barbare en inventant progressivement son propre barbare. Alors pour l'essentiel, on va tout reprendre aux philosophes grecs, mais Rome apprécie quand même l'idée que le barbare, ce n'est pas tellement une pilosité différente, c'est un costume différent. C'est tout simplement celui qui ne sait pas porter la toge. Il ne sait pas vivre dans le cadre d'une cité, ce qui veut dire qu'il ne connaît pas l'urbanisme. Pas de temple, pas de forum, pas de terme. C'est quelqu'un qui a tendance à manger trop de viande et qui donc vraisemblablement est cruel envers les animaux, mais également envers les hommes. Quelqu'un qui pratiquera parfois le sacrifice humain, c'est pour ça que les Gaulois, pendant longtemps, ont été considérés comme des barbares, les Carthaginois aussi. Et puis quelqu'un qui ne respecte pas la valeur cardinale de la civilisation romaine, qui est la fides, la bonne foi. Donc le barbare est perfide. Comment expliquer son apparition? Les Romains vont reprendre la théorie des climats, parfois, mais il y a plutôt d'autres définitions toutes simples. Le romain est très pragmatique, le barbare, c'est tout simplement celui qui n'est pas romain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas ou qui n'est pas encore citoyen romain. Et là, c'est un petit peu différent du monde grec. Ça veut dire que vous pouvez sortir de la barbarie assez facilement dans le monde romain. Tout simplement, il suffit d'entrer dans le cadre de la cité. C'est ce qu'on appelle la romanisation, qui est bien décrite par Tacite vers l'ensemble de notre ère, en expliquant qu'est-ce que c'est finalement sortir de la barbarie. Bien, c'est sortir du monde de la nature et vivre dans le cadre de la ville, arrêter d'être sauvage et violent et commencer à observer les lois, construire des forums, des temples, des maisons, adopter les arts libéraux, parler la langue de Rome, adopter la toge, et ainsi vous devenez véritablement romain. Ce processus de romanisation, c'est toute l'histoire de la Rome dès la fin de la République et surtout au Haut Empire. À partir de la fin de l'Antiquité, cette romanisation est terminée à l'intérieur des anciennes frontières, puisque par l'édit de Caracalla de 212, tous les habitants libres de l'Empire romain reçoivent la citoyenneté romaine. Il n'y a plus de barbares à l'intérieur, presque plus. Il n'y aura plus que des citoyens romains. Il y a donc une définition juridique de la barbarie. C'est celui qui a la citoyenneté romaine qui est romain, celui qui ne l'a pas qui est barbare. Ce qui veut dire que, par exemple, Arminius, vainqueur des légions d'Auguste, n'est pas un barbare, c'est un citoyen romain. Bien sûr, il habite un peu loin des frontières, mais il était considéré comme citoyen romain. Plus on avance dans le temps, plus se pose quand même la question de savoir où va se trouver la civilisation et où va se trouver la barbarie.
Si les climats ne suffisent plus à tout expliquer, si c'est le droit, pourquoi, dans ces cas-là, Rome n'est pas allée très loin vers le nord? Rome va expliquer dans ces cas-là qu'il y a des barbares qui sont tellement arriérés qu'on ne peut pas vraiment les civiliser. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envahi la Germanie. Non qu'on ne pouvait pas le faire sur le plan militaire, mais simplement parce que les Germains ne sont pas capables d'accepter la civilisation. Entre ces barbares irrécupérables et les civilisés, il y aura désormais une frontière, que l'on connaît bien à travers l'histoire romaine, ce que l'on appelle le limes, une frontière militarisée qui peut prendre la forme d'un mur, comme ça sera le cas au nord de la province de Britannia, ou d'une série de fortins, comme on l'aura sur le limes du Rhin et du Danube. Le barbare donc ne pose pas de problème dans l'Antiquité tardive, c'est un individu que l'on a parfaitement théorisé. Par contre, quand je vais utiliser l'expression de grandes invasions barbares, là c'est plus compliqué, parce que le terme invasion n'existe pour ainsi dire pas en latin. Invadere, ou faire une invasio, ça veut dire usurper une terre, c'est quand vous volez la terre de votre voisin et que ensuite vous faites un procès devant le juge romain. Ce n'est pas du tout une action militaire, c'est une action juridique. L'historiographie romaine ne parlera que pratiquement jamais d'invasion pour parler des barbares qui arrivent. Il y aura des multitudes de termes, généralement sur le sens de destruction, mise à bas de la civilisation, mais pas d'invasion. Et puis, quand on avance dans le temps, le XVIe, XVIIe siècle ne parle pas non plus d'invasion romaine. Lorsque les histoires savantes commencent véritablement à apparaître, avec les érudits du XVIe siècle, les antiquaires, donc les proto-archéologues du XVIIe siècle, les philosophes du XVIIIe siècle, pas d'invasion, pas vraiment. On va parler d'établissement de peuples, donc l'établissement des peuples sur des territoires romains, mais ça ne veut pas dire qu'il y a invasion, où on va poser la question des filiations. Et Montesquieu aura les mots les plus doux pour les Germains, dont il estimera qu'ils sont les ancêtres de la noblesse et donc de lui-même. Il parlera de nos pères, les Germains. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'invasion. L'invasion, elle apparaît en fait fin XVIIIe et surtout au XIXe siècle, lorsque pour la première fois, on théorise la fin de l'Antiquité comme étant un phénomène d'invasion. Le premier à créer une carte d'invasion, vous le connaissez pour d'autres raisons, c'est Emmanuel de Lascaz, le mémorialiste, futur mémorialiste de Napoléon. Quelqu'un qui a beaucoup vécu auprès des cadets prussiens, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire militaire et l'histoire des déplacements d'armées comme étant la base de l'histoire, et qui dresse en 1802 une carte où les mots sont tous importants, une carte des peuples barbares, c'est des peuples, ce n'est pas des armées, qui ont envahi l'Empire romain, il s'agit bien d'invasion, montrant les origines, c'est-à-dire que ces peuples sont stables du début à la fin, leur chef, c'est le commandement qui définit le peuple, et leur destinée, puisqu'ils sont appelés à fonder des royaumes qui deviendront, pour les Angles, l'Angleterre, pour les Francs, la France, pour les Ostrogoths, l'Italie, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on fabrique véritablement la grande invasion. Alors pour un instant, elle n'est pas vraiment grande, hein, c'est de l'invasion. La grande invasion, elle va apparaître après la guerre de 1870, lorsque la France a connu une défaite terrible face à la Prusse, et où désormais, le passé du IVe et Ve siècle est vu comme une préfiguration de ce que la France a vécu. Et donc, l'invasion tardo-antique devient la grande invasion. Et après la Seconde Guerre mondiale, la grande invasion devient une invasion germanique. Et cette fois-ci, on va désigner l'ennemi de Rome comme étant uniquement le peuple germain qui aurait périodiquement détruit tout ce qui se trouvait de l'autre côté du Rhin, et donc d'abord l'Empire romain et ensuite la civilisation européenne. C'est dans cette production des années 1950 à 1960 que vous avez tout ce vocabulaire des grandes invasions germaniques qui va se développer. En France, bien sûr, parce que quand on est en Allemagne, on ne parlera pas de ça. En Allemagne, on parlera d'une migration, pas d'invasion. La théorie est mise au point fin XVIIIe, début XIXe siècle par quelqu'un qui est un peu oublié, mais qui était à la fois historien et archéologue, qui est Michael Ignaz Schmidt, qui va expliquer qu'on ne peut pas parler de barbares, puisque ce sont des Germains, et que donc les Germains n'étaient pas barbares, ils étaient aussi civilisés que les Romains, que ces gens-là formaient un peuple totalement stable. C'est lui qui va lancer toute une série de mots qui vont faire Florest, Stamm, Volk, avec l'idée qu'on a des populations, et qu'on a donc une période de déplacement de population,
et que c'est donc une période de grande migration, et que c'est comme ça qu'on peut comprendre la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge, avec ce qu'il appelle la période de migration des peuples. En anglais, aujourd'hui, ce que nous appelons le Haut Moyen-Âge est appelé Migration Period, qui est une transposition exacte de l'allemand. Alors, cela veut dire que les Allemands, fin 18e, 19e siècle, vont expliquer ce qui s'est passé avec leur regard d'Allemands du 18e, 19e siècle. Une époque terrible pour l'Allemagne, puisqu'il n'y a pas d'unité allemande, qu'il y a eu une défaite face à Napoléon, et qu'en plus, le Congrès de Vienne ne leur a pas permis de retrouver l'unité. Une époque où on va donc rêver que les Germains ont existé depuis toute Antiquité, et que soudainement, au 4e, 5e siècle de l'histoire, ils sont devenus le moteur de l'aventure humaine. Alors, on va donc expliquer au XIXe siècle qu'il existait dans l'Antiquité des Germains, sur lesquels on ne sait rien, à vrai dire, parce qu'il n'y a pas de texte, à part Tacite qui en parle, mais que ces Germains ont migré, qu'ils ont donné naissance aux Francs, aux Goths, aux autres peuples de l'Antiquité, sur lesquels on n'a pas beaucoup de sources, et tout le monde en est conscient, mais que parmi ces peuples-là, un peuple l'a emporté, les Francs, qui a créé l'empire romano-germanique, l'empire de Charlemagne, le Saint-Empire du Xe siècle, sur lequel, là, on a soudainement beaucoup de sources, et que cet empire est appelé à redonner naissance à une nation germanique, qui est l'Allemagne, qui cherche son unité au XIXe siècle. Seulement, elle n'a pas d'unité pour l'instant, cette Allemagne. Et donc, il s'agit absolument d'expliquer que ce qui s'est passé dans l'Antiquité préfigure le présent. Et le passé a toujours été le miroir du présent. Que cherche-t-on à fonder au XIXe siècle? On cherche à fonder un peuple, on cherche à fonder un État-nation. Et donc, on va réfléchir à la fin de l'Antiquité comme la période d'émergence de peuples stables appelés à fonder les nations européennes. C'est ce que pense le philosophe Hegel. En travaillant sur les 4e, 5e siècles, il explique que l'Allemagne n'a jamais abandonné ses caractères biologiques et que l'Allemagne, mot qui n'existe pas pourtant au 4e, 5e siècle, s'est gardée pure de tout mélange, elle est restée indigène. Ce qui veut dire que les Allemands et les grands érudits allemands du XIXe siècle vont travailler sur des peuples germaniques de l'Antiquité tardive qu'ils vont définir comme fondés par une unité de sang, c'est un groupe biologique stable, c'est une unité juridique, des peuples avaient des lois depuis la plus haute Antiquité, même si on n'a pas de texte avant le VIe siècle, fondée sur une langue unique germanique, qui n'a pas laissé de traces non plus, ou très peu, mais enfin que l'on suppose avoir été unique, sur une culture matérielle, c'est l'époque d'émergence de l'archéologie, et donc on va essayer de démontrer des caractères germaniques à ces peuples-là, sur une religion germanique, sur des familles royales. Tout cela baigne encore notre conception des grandes invasions germaniques. Maintenant, je vais essayer de faire table rase et poser le problème en historien, c'est-à-dire à partir de quoi est-ce qu'on travaille. Essayez de poser la question de savoir c'est quoi les sources, c'est-à-dire à partir de quels documents peut-on faire l'histoire de ce qui s'est déroulé entre la deuxième moitié du IIIe siècle et la fin du Ve siècle. Qu'est-ce qui s'est vraiment déplacé? En quelle proportion? Pourquoi? Comment? Alors, les sources, là, ça va être beaucoup plus rapide, ma présentation, parce que les sources écrites, on n'a pas grand-chose. Deuxième moitié du IIIe siècle, on a en gros 3 sources, dont une est pas du tout contemporaine des faits, puisque l'histoire auguste a été composée à la fin du IVe siècle. Donc, essentiellement, on travaille avec des fragments d'un historien grec et des panégyriques impériaux qui ont été collectés dans la région d'Autun. Il y a de l'archéologie, bien sûr, mais l'archéologie pose d'énormes problèmes. À partir du IIIe siècle apparaît ce que les archéologues appellent les terres noires, c'est-à-dire des couches noires qui vont globalement des vestiges romains du IIe siècle jusqu'à l'époque romaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Au XIXe siècle, on dit c'est des incendies, c'est noir, ça veut dire que les barbares sont arrivés, ont tout brûlé. Aujourd'hui, on constate que c'est plutôt ce qu'on appellerait du fumier, c'est-à-dire une réaffectation de l'espace urbain où on fait autre chose. Mais parfois, quand vous avez un empilement de terre noire qui fait 80 cm, ça veut dire que quand même, on a fait beaucoup de choses dans les villes, même si on n'a plus fait de construction. On a également des trésors monétaires qui ont beaucoup fait fantasmer. Des quantités extraordinaires de monnaie du IIIe et début du IVe siècle qui ont été retrouvées. Mais qu'est-ce que ça veut dire, trouver beaucoup de monnaie? Est-ce que ça veut dire que les propriétaires des monnaies ont tous été zigouillés par les barbares et n'ont donc pas pu récupérer leurs économies?
Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des guerres civiles entre les empereurs romains? Or, on sait quand même qu'au IIIe siècle, il y a 28 empereurs romains qui se succèdent en moins de 50 ans. Donc c'est une période extrêmement agitée. Et donc ça peut être des armées romaines qui ont tué les propriétaires. Ou est-ce que tout simplement ce sont les résultats de la dévaluation, puisque la monnaie d'argent romaine perd 98% de sa valeur en moins de 20 ans dans le courant du IIIe siècle. Et donc quand vous enterrez vos économies, si vous les sortez de terre 10 ans plus tard, elles ne valent rien et vous pouvez jeter ces morceaux de métal qui ne valent rien. Donc autant dire que la numismatique pose aussi des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traces de pillage et de raids vandales ou de raids barbares. Oui, il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux. Quelques trésors ont été retrouvés, notamment dans le Rhin, où des envahisseurs ont bien volé des choses, notamment dans les provinces gauloises, sont repartis chez eux et ont coulé. Et donc, on a retrouvé une partie des trésors. Mais si on les retrouve dans le Rhin, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus pour rester. Ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont pillé, ils sont repartis. Et donc, ce sont des traces de raids, mais pas du tout de ce que nous appellerions des invasions barbares. Et puis, quand on regarde l'épigraphie, qui, pour l'époque romaine, généralement nous fournit des inscriptions en grande quantité, il faut bien avouer qu'elle est rare, quoique les inscriptions existent, mais montre que les autorités romaines ne savaient pas trop elles-mêmes ce qui se passait. La plus belle de ces inscriptions, c'est l'hôtel d'Augsbourg, qui est fait par le gouverneur de la province de Rhétie, qui explique qu'il a vaincu des barbares, dont il ne sait pas trop si ces barbares appartiennent à la nation des Semnons ou des Jutinges, mais en tout cas, on les a massacrés. Autant dire qu'on est dans une période où il y a bien des agresseurs, mais ces agresseurs sont multiples, mal identifiés par les Romains. En fait, il y a un agresseur qui est important au IIIe siècle, c'est l'Empire sassanide. Les Perses attaquent Rome, et là, vous avez un affrontement empire contre empire. C'est ça, véritablement, qui entraîne un bouleversement total de Rome au IIIe siècle. Mais les Perses n'ont jamais été considérés comme des barbares. Et puis vous avez des petits groupes, les Pictes et les Scots qui attaquent du côté des îles britanniques, les Frisons, les Francs et les Saxons qui attaquent du côté des Bouches du Rhin, les Alamans qui attaquent entre Rhin et Danube, les Goths qui attaquent dans la région du Bas-Danube. Mais qu'est-ce que c'est que ces peuples? Bien, les sources que l'on possède invitent à penser que ce ne sont pas des peuples, ce sont des confédérations. Par exemple, un ensemble de peuples appelés Frisons, Saxons et Francs commence à apparaître à partir des années 270 de notre ère. Le mot de franc n'existe pas avant 270. Donc il n'y a pas de francs avant. C'est une douzaine de tribus qui s'est rassemblée et qui a pris le nom de les vaillants pour montrer qu'ils étaient puissants. Ce n'est pas un peuple. Vous avez un autre exemple avec les Alamans. Là, c'est encore plus évident. Apparition du terme après 250. Alaman, c'est tous les hommes, c'est-à-dire une bande de gens qui étaient sur la frontière et qui ont attaqué. Vous avez également des gens qui attaquent sur le Danube, qui sont appelés les Scythes par les sources grecques. Les Scythes, c'est tout ce qui vient d'Ukraine. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ça doit monter à cheval. Et qui commencent très doucement à être appelés les Goths à partir de 260, même si on dit qu'il y a des Scythes Goths, des Scythes Carpes, des Scythes Sarmates et des Scythes Gépides. Donc, on a des groupes qui se constituent et qui sont en fait des confédérations de populations. Prenons le cas des Goths. Les Goths commencent à partir des années 250-260 de notre ère à être identifiés dans la région de la mer Noire. Ce sont des gens qui parlent une langue qui est germanique, là il n'y a pas trop de doute, ils parlent la langue qu'on appelle le gothique, et qui ont une culture archéologique qui est assez originale, ce qu'on appelle la culture de Tcherniakov, qui est marquée par une poterie d'un type particulier et des plaques boucles qui sont légèrement différentes, très légèrement différentes de ce que l'on peut trouver dans les peuples voisins. Qui sont les Goths? On n'en sait trop rien. Ce sont des gens qui apparaissent au IIIe siècle et qui commencent à mener des raids dans les provinces orientales de l'Empire dans ces années-là. On sait que l'histoire gothique est relativement courte, puisqu'ils sont vaincus dans les années 268-269 par un empereur qui va s'appeler le Gothique, parce qu'il a vaincu les Goths. Mais d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être de Goths? Rien ne le prouve. Ce sont les Romains qui, pour la première fois, disent qu'on a affaire à des Goths et que tous les gens qui attaquent sont des Goths. On n'a absolument aucune idée de savoir si ces gens-là se sentent Goths. En fait, quand est-ce que les Goths vont se définir comme Goths? Au 6e, 7e siècle de notre ère. Lorsque, 3 siècles ou 4 siècles après les faits, ils se mettent à raconter d'où ils viennent. À cette époque-là, les Francs expliquent tous qu'ils sont des descendants des héros de la guerre de Troie.
eh bien, les Goths vont expliquer qu'eux, ils ont eu une grande migration et que cette migration a fondé leur identité. Alors, cette idée que vous avez des grandes migrations qui viennent de très très loin, elle est fondée sur ces textes tardifs. Et donc, les flèches que l'on trouve dans les manuels sont des flèches constituées à partir de textes du 7e siècle qui vous racontent ce qui s'est passé au 1er siècle de notre ère, en supposant que jusque-là, de bouche à oreille, de go à go, tout le monde s'est transmis cette histoire. C'est possible. L'histoire explique que les Goths sont partis de quelque part du côté de la Scandinavie, un lieu qui n'est pas précisé. Alors les historiens ont envie de trouver un lieu d'origine des Goths, Gotland. Il y a une belle île sur la Baltique qui s'appelle Gotland. Seulement le nom de Gotland est fixé à partir du XIe siècle chez des gens qui ont lu les textes du 7e siècle et qui savent que les Goths sont censés venir de là, et donc on va trouver une patrie d'origine des Goths. Ensuite, ils sont passés par une région qui est appelée la Scandia. Alors, ça ressemble à la Scandinavie, donc on a envie de les faire passer par la Scandinavie. Puis, ils arrivent dans une région qui est identifiée comme le bassin de la Vistule. Les historiens se disent, dans ces cas-là, bassin de la Vistule, il y a des peuples qui sont appelés Goutonnes. Alors, Goutonnes, Go, c'est peut-être les mêmes. Puis, ils seraient passés en Scythie et ils seraient arrivés sur la mer Noire. Alors, cette histoire-là, en fait, n'est vérifiable que pour le point numéro 5. Effectivement, les Goths ont fini sur les bords de la mer Noire. Le récit du 7e siècle expliquant qu'il y a eu une très très grande migration sur de longues distances et qu'à la fin tous ces peuples se déversent sur l'Empire romain, s'appuie sur pas grand-chose finalement. L'archéologie ne prouve pas grand-chose. Alors effectivement, dans la région de la Pologne actuelle, vous avez des alignements de pierres qui forment une culture matérielle particulière qu'on appelle la culture de Wilbark. Est-ce que c'est des Goths? Aucune inscription vous dit que c'est des Goths. Cette culture de Wilbark a tendance à se déplacer vers le sud et on pourrait supposer éventuellement que les habitants de la culture de Wilbark du 1er siècle se sont déplacés et sont devenus les Goths du 3e, 4e siècle. C'est possible, mais ça pose d'énormes problèmes méthodologiques. Penser des migrations sur des très très longues distances de peuples parfaitement stables n'est pas véritablement démontrable. En outre, la culture que je vous ai montrée en Pologne n'est pas forcément une culture scandinave. Bon, ils font des pierres, mais des pierres levées, il y en a partout. Ensuite, on voit quelques objets de la culture de Wilbark de Pologne qui vont se retrouver un peu plus au sud. Mais un objet qui se déplace ne veut pas dire qu'un peuple se déplace. C'est comme si aujourd'hui, tous les porteurs de jeans étaient des Américains ou si tous les gens qui avaient une Volkswagen étaient des Allemands. Les objets se déplacent, oui, mais les porteurs ne sont pas forcément les concepteurs. Les Goths portent une langue germanique, c'est vrai, mais les déplacements des langues ne sont pas forcément des déplacements de population. Un quart de l'Inde actuellement parle anglais. Un quart des Indiens ne descend pas de colons anglais. Et puis, aujourd'hui, on va utiliser les techniques ADN pour absolument essayer de cibler exactement qui s'est déplacé ou comment. Mais attention, un porteur d'un groupe ADN, même d'un haplogroupe, ne signifie pas qu'on a affaire à un peuple. Faisons un test sur l'ensemble de notre salle. Combien d'entre nous descendent des habitants de Draguignan qui étaient là au 1er siècle de notre ère? Et pourtant, vous êtes des habitants de Draguignan. Donc il faut faire très attention avec cette méthodologie qui laisserait à supposer qu'on a des déplacements qui sont totalement identifiables et qu'on peut prouver que les Goths viennent de Scandinavie. Certains Goths viennent peut-être de Scandinavie, d'autres sans doute pas. Le problème évidemment, c'est que tous ces textes-là, qui sont très tardifs et qui sont de l'ordre de la légende, ont été exploités par des gens qui voulaient voir la destruction de l'Empire romain par des forces germano-scandinaves. Et ces exploitations, elles se sont faites au XIXe et surtout au XXe siècle, dans le contexte du pangermanisme, puis du nazisme. Donc il faut faire attention avec ces textes-là qui sont porteurs de certaines idées, parfois stimulantes, mais qui ne sont pas forcément une vérité. Qu'est-ce que l'on peut voir sur le début de cette période des grandes migrations, invasions, transformations? On peut voir que d'abord, les peuples de la frontière, on ne sait pas s'ils viennent de loin, mais en tout cas les peuples qui sont établis sur les bords du monde romain se transforment. Ça c'est vrai, il n'y a aucun doute. Des populations des Bouches-du-Rhin deviennent les Francs, des populations d'entre Rhin et Danube deviennent les Alamans, des populations de la mer Noire se rassemblent et commencent à devenir les Goths, pas de doute. Deuxième idée, vous avez des raids qui sont menés, qui sont des raids de pillage.
Pas d'invasion, pas de migration, mais des raids de pillage, bien attestés, aucun doute. On voit également l'Empire romain en difficulté au IIIe siècle. La crise est sûrement multiple. Il y a une crise militaire face à la Perse, et puis il y a des crises financières, des crises budgétaires, des crises démographiques. Et dans l'équation, effectivement, les raids qui viennent du nord, du Rhin et du Danube font partie de l'équation de la crise. Mais c'est un élément. Et puis, dernier point qu'on peut voir, c'est que ces grands raids massifs du IIIe siècle s'arrêtent. Et que ce qui est peut-être les grandes invasions ou les grands raids s'arrêtent entre 280 et 310. Et s'arrêtent brutalement parce qu'il y a une reprise en main de la part de l'Empire romain. C'est une reprise en main par Dioclétien, par les empereurs qu'on appelle les empereurs de la tétrarchie, puis par Constantin, avec l'idée que ces empereurs forts qui apparaissent autour de 300 vont utiliser la victoire contre les barbares comme un élément de stabilisation de l'Empire et de leur propre pouvoir. On va avoir un déploiement idéologique sans précédent de Rome contre les barbares. Et l'idée que Rome est incarnée dans des empereurs qui commencent souvent comme usurpateurs, mais qui réussissent à devenir empereurs, et qui légitiment leur pouvoir par la victoire qu'ils ont obtenue contre les peuples extérieurs. La première apparition du mot de Francie, c'est-à-dire de France d'une certaine façon, c'est sur une monnaie de Constantin qui représente la Francie vaincue par les armées romaines. Et vous avez cette idée que Rome triomphe toujours des barbares. Triomphe comment ? Avec le soutien des dieux. Alors Constantin reste très traditionnel pendant longtemps, c'est le soleil invincible qui accorde la victoire contre les barbares. Et sur son sarcophage, Constantin, même devenu chrétien, va représenter des armées de cavaliers romains en train de massacrer des barbares. C'est ça, véritablement, qui crée la légitimité des empereurs. Oui, parce que les barbares attaquent Rome et font des prédations qui sont indiscutables, mais l'inverse est tout aussi vrai. Rome va utiliser le massacre de barbares comme un élément de légitimité pendant les siècles de l'Empire tardif. Prenons par exemple les panégyriques de Constantin. Les discours célébrant Constantin, bien peu finalement de textes le célébrant comme un empereur chrétien, beaucoup de textes le célébrant comme un empereur qui a massacré des prisonniers, qui a incendié des villages barbares, qui a amené tous les hommes pubères qui sont tombés entre ses mains dans les amphithéâtres de Trêve pour les massacrer. Parce que ça vous donne beaucoup de légitimité pour un empereur romain. On voit également ces empereurs autour de 300 commencer à mener des déportations sélectives. Donc les barbares qui peuvent être utiles vont être réduits en esclavage et amenés sur le sol de l'Empire romain pour labourer les régions qui sont des régions dépeuplées et pour éventuellement servir de soldats même, mais de soldats de second rang. Les migrations sont de plus en plus organisées d'ailleurs, puisqu'on nous explique dans ces panégyriques autour de l'an 300 qu'un certain nombre de champs en friche ont été confiés à des barbares à qui on a laissé quelques petits droits, ce qu'on appelle les lettes, et que des francs assujettis aux lois romaines, c'est-à-dire qui ont quand même reçu quelque chose qui ressemble à la citoyenneté romaine, ont été installés sur le sol des anciennes provinces pour les repeupler. C'est là que véritablement les sources du IVe siècle vont prendre leur naissance. Les sources du IVe siècle sont abondantes mais un peu divergentes, parce que les barbares désormais commencent à rentrer en masse dans l'Empire romain. Alors ils arrivent parfois en envahisseurs, c'est pas faux. Notamment dans la région entre Rhin et Danube, Rome préfère abandonner la zone qui est jugée intenable, ce qu'on appelle les champs d'écumates, où les Alamans percolent avec une certaine autorisation des autorités romaines. Il y a quelques raids, mais ils ne sont pas très nombreux, ils ont tous été repoussés. Mais ce que l'on va voir surtout, c'est des arrivées légales d'étrangers dans l'Empire, avec des empereurs qui organisent la venue de barbares en grande quantité dans l'Empire romain tardif. Je repars avec Constantin. Constantin, c'est un peu la clé de ce bouleversement entre un empire romain du IIIe siècle qui est encore un peu antique et très antique, très authentique dans sa mode de fonctionnement, et puis un empire tardif qui, à partir de 300, commence déjà à ressembler un peu plus au Moyen-Âge. Une des transformations majeures, vous le savez, c'est la transformation monétaire. Constantin abandonne la monnaie d'argent et polarise désormais la frappe monétaire entre deux monnaies, de la monnaie d'or de très grande quantité. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est devenu chrétien, parce que ça permet de récupérer tous les trésors des temples païens et de fondre les statues pour récupérer beaucoup d'or. Il y a d'autres raisons. Mais en tout cas, il fait une monnaie d'or de très grande qualité et puis du bronze qui n'a pratiquement aucun intérêt.
Désormais, l'Antiquité tardive, c'est le monde de la monnaie d'or. Qu'est-ce qu'on fait avec la monnaie d'or? Eh bien, on se protège des barbares. La monnaie d'or, c'est ce qui sert à payer les grands chantiers de l'Antiquité tardive. La reconstruction d'Illimès, la fortification des frontières. Ça sert également à payer l'armée. Cette armée qui n'avait pas réussi à résister au IIIe siècle parce qu'elle était mal payée, pas très fidèle, qu'elle a été également mal équipée, on va la transformer au IVe siècle, changeant l'armement, développant de nouvelles unités, développant la cavalerie, développant les épées longues. On va désormais avoir des officiers et des soldats de bonne qualité. Et puis aussi en embauchant des barbares. Cette monnaie d'or va servir à repeupler l'Empire de nouveaux soldats, qui sont essentiellement des soldats qui viennent du monde barbare. Les barbares du IVe, Ve siècle, on les connaît bien. Ils forment tout simplement l'essentiel de l'armée romaine. On va y trouver des mercenaires, donc comme depuis l'époque de Jules César, on fait venir des unités qui sont jugées particulièrement compétentes, des gens qui viennent généralement de Germanie ou de plus loin, parfois de Scandinavie. On va y trouver des Lètes, c'est des barbares qu'on a vaincus, mais que l'on a laissés sur le sol de l'Empire romain avec quelques obligations militaires. C'est une gendarmerie de frontières qui rend des services. Et puis de temps en temps, on fait venir des fédérés, c'est-à-dire des peuples ou des groupes ou des confédérations ou des armées barbares, je ne sais pas trop, mais en tout cas des ensembles importants à qui on va laisser le droit de s'organiser comme ils le veulent. On fait avec eux un foedus, un contrat, et donc des milliers de barbares rentrent sur le sol de l'Empire romain pour travailler dans les légions romaines. Ça a des conséquences importantes. Prenons le cas du mercenariat. Un des mercenariats le mieux connu pour l'Empire romain tardif, c'est le plus étonnant, c'est le mercenariat scandinave. Beaucoup de gens du Danemark et de Suède viennent travailler dans les armées romaines, parce qu'ils sont bien payés. Ils arrivent parfois avec leur propre culte, des cultes des dieux de la fécondité comme le dieu Frô, mais ils arrivent dans un environnement où on fait des statues, donc c'est là qu'on va avoir les premières statues des dieux scandinaves. Notamment, une a été retrouvée à Arras, dans un cantonnement de l'armée romaine. Et puis imaginez ces cadets de famille scandinaves qui viennent travailler pendant 10-15 ans dans l'Empire romain. Tout ce qu'ils rêvent, c'est de repartir chez eux pour s'acheter une ferme en Scandinavie. Et donc ils repartent chez eux avec leur salaire. Les monnaies d'or tardives ne sont pas retrouvées sur le sol des anciennes provinces. Si vous voulez trouver de belles monnaies d'or du IVe siècle, allez dans la région de Stockholm, faites un trou dans le site des anciens habitats, et là vous trouverez des monnaies d'or. Ces salaires sont remportés par les mercenaires qui reviennent chez eux dans un monde qui ne connaît pas l'usage de la monnaie et donc ils ne peuvent pas en faire grand-chose, il faut bien l'avouer. Enfin, ils ne peuvent pas en faire grand-chose. Ils ont bien compris quand même que pendant 10 à 15 ans, tous les ans, les empereurs les réunissaient et leur donnaient une somme de monnaie d'or, souvent des monnaies d'or transformées en bijoux, ce qu'on appelait le donativum, c'est-à-dire le don annuel que l'empereur fait à son armée. Les Scandinaves ne sont pas sots, ils se disent que ça crée de la fidélité entre l'empereur et ses soldats. Et les Scandinaves du IVe siècle se mettent à pratiquer le donativum. Donc ils prennent des morceaux d'or, ils les estampent en essayant de représenter des monnaies d'or romaines, et ils les distribuent à leurs propres fidèles. On voit apparaître en Scandinavie ces objets un peu étranges qu'on appelle les bractéates, qui sont en fait, vous le voyez, des décalques trait pour trait des monnaies d'or de l'Empire romain tardif. On a donc un phénomène assez inattendu de romanisation de la Scandinavie par le biais de ces mercenaires. Évidemment, ça pose un problème d'interprétation. Prenez un archéologue nazi des années 1930, donnez-lui un objet de ce type-là, avec une croix un peu gammée, avec un individu à cheval qui doit être vraisemblablement le dieu Wotan, parce que les Scandinaves ne connaissent que les dieux germano-scandinaves, et vous avez une belle interprétation ici de la royauté germaine scandinave qui aurait ses plus belles représentations à cette époque-là. Or non, là c'est tout simplement une imitation, peut-être que c'est Wotan, mais en tout cas c'est une imitation d'un empereur romain. En fait, sur tout le bord de l'Empire romain, sur toutes les frontières, dans le Barbaricum, on voit à l'époque de l'Empire romain tardif des gens qui sont désormais des saisonniers, qui viennent travailler dans le monde romain, qui repartent chez eux et qui repartent avec des habitudes romaines. Tous les objets posent désormais des problèmes d'interprétation. Prenez par exemple cette fibule que l'on a retrouvée en Roumanie, fibule qui est soit une fibule gépide, soit une fibule gothique. Celui qui portait cette fibule avait besoin de porter un manteau militaire romain, et donc porter en fait l'uniforme des soldats romains. Alors bien entendu, la fibule n'est pas totalement romaine de conception.
Une fibule romaine, c'est circulaire et ça a des pendeloques, généralement 3. Mais vous voyez que la fibule gothique est une fibule qui imite l'aigle des légions romaines et qui a des pendeloques, bon, il y en a peut-être 4, mais c'est quand même un objet très fortement influencé par la culture romaine. Entre ce chef gético-goth et un empereur romain, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence, en sachant que aussi les empereurs romains sont généralement des généraux de la frontière, qui viennent peut-être à 15 km de là où le Goth a son propre établissement. Et vous voyez de plus en plus de gens dont la culture matérielle est fusionnelle. Prenez par exemple le roi des Goths, Théodoric le Grand, qui arbore une fibule circulaire qui est à mi-chemin entre ce que l'on a retrouvé archéologiquement et ce qui est vraiment porté à Constantinople. On voit donc maintenant de plus en plus de barbares dans l'Empire romain. Un peu de tout, du Goth, du Scandinave, mais aussi des Francs. Les Francs, au IVe siècle, ont une extraordinaire réputation, sans qu'on sache exactement s'ils la méritent et si c'est effectivement les meilleurs combattants, ou si tout simplement parce qu'ils ne sont pas romains, ils ne risquent pas d'usurper le trône impérial, et donc on leur fait plus confiance qu'on ne le ferait à des légions romaines. Ces Francs qui se mettent à travailler pour l'Empire romain ne repartent plus chez eux, et donc travaillent en continu pour l'Empire romain. À force, ils ne savent même plus s'ils sont francs. Vous avez une inscription retrouvée au IVe siècle à Budapest qui est assez extraordinaire. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis citoyen franc, mais je suis aussi soldat romain sous les armes. » Est-ce qu'il est franc? Est-ce qu'il est romain? Vous voyez qu'il fait son inscription en latin, dans un latin d'assez bonne tenue. Il est sans doute un peu des deux. Et puis, ils montent dans la hiérarchie. Ils parviennent parfois à des postes de généraux supérieurs. Et puis, c'est ces gens-là qui mènent les usurpations au trône. Ce qui veut dire qu'en 350, vous allez avoir un empereur romain, Magnence, qui est d'origine franque. Alors évidemment, il a pris un nom latin, Magnentius. Évidemment, il a fait représenter le chrisme chrétien pour bien montrer qu'il appartient à l'Empire romain chrétien. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui a des ancêtres barbares. Je repars sur mes histoires monétaires. La monnaie transforme la donne à tous les plans au IVe siècle. Elle transforme la relation entre les Romains et les barbares. Ces barbares qui désormais sont des gens qui vivent de l'or romain. Elle va transformer aussi la société à l'intérieur des provinces. Parce que désormais, il y aura deux types de personnes dans l'Empire. Les gens qui ont accès à la monnaie d'or et les gens qui n'y ont pas accès. Au IVe siècle, les gagnants, c'est ceux qui ont la monnaie d'or. La monnaie d'or permet de tout acheter, et notamment d'acheter des terres. Qui aura de la monnaie d'or? Les sénateurs, les officiers supérieurs de l'Empire, les mercenaires, et donc les barbares. Qui sera donc riche à Rome au IVe et au Ve siècle? Beaucoup de barbares qui travaillent pour Rome. Quand vous observez les grandes villae romaines de l'Antiquité tardive, elles sont romaines, oui, mais rien ne dit que le propriétaire était romain. Prenez par exemple la villa de Séviac, très grande villa qui fonctionne au Ve siècle dans un territoire qui est peuplé de Visigoths. Qui sait si le propriétaire n'était pas wisigoth? Prenez par exemple la villa de Mienne, où on a conservé une petite estampille indiquant le nom du propriétaire. Il s'appelle Stelleco. Stelleco, c'est un nom vandale. Bon, il a une villa romaine, mais tout simplement parce qu'il est très riche et qu'il a les moyens de s'offrir une villa romaine. Rien ne prouve que les super riches de l'Empire tardif étaient des Romains. Beaucoup étaient sans doute des barbares. Par contre, il y a des perdants dans cette évolution de l'Empire romain tardif. Vous avez toutes les petites élites municipales qui sont dans une situation de déclassement, la paysannerie va très mal, et les petits soldats également vont de plus en plus mal et sont de moins en moins bien payés. Ce qui veut dire qu'à partir du IVe siècle, vous allez avoir des textes polémiques contre les barbares, qui sont en fait des textes contre les riches. On accuse les gens puissants, qui sont peut-être d'origine étrangère ou qui ne sont pas d'origine étrangère, d'être méchants barbares qui ont envahi les provinces et qui ont pris nos postes. Les pires textes que l'on conserve pour le IVe et le début du Ve siècle sont des textes contre quelqu'un qui s'appelle Flavius Stylicon. Tiens, c'est à peu près le même nom. Alors évidemment, Flavius Stylicon est le fils d'un officier supérieur dont le père était un vandale. Donc c'est bien un immigré de 3e génération. Mais les textes le dénoncent comme le pire des barbares, alors que c'est tout simplement le régent de l'Empire. C'est lui qui tient l'Empire d'Occident pendant 10 ans autour de l'an 400. Et donc on l'accuse d'être un barbare, mais ces textes dont nous sommes prisonniers, si Stylicon les avait produits lui-même,
il ne se serait sans doute pas décrit comme étant un barbare. Vous voyez comment il se fait représenter lui-même. Son fils porte la toge, lui-même a un bouclier qui représente l'Empire. Il se pense comme le rempart de l'Empire contre les barbares. Mais les textes nous disent que c'est un infâme vandale qui a vendu l'Empire et c'est à cause de lui que tout va mal. En fait, doit-on parler de barbares ou plutôt d'hommes de la frontière? Le point commun de tous ces gens que j'ai évoqués, qu'ils soient nés de l'autre côté de la frontière ou pas de l'autre côté de la frontière, c'est qu'ils sont justement dans ces secteurs de la frontière. Entre les Bouches du Rhin et les Bouches du Danube, vous avez une grande bande frontalière où se trouvent toutes les armées romaines comme barbares. Tout le monde se marie les uns avec les autres, tout le monde travaille tantôt pour les uns ou pour les autres, et cela produit les peuples du IVe siècle. Prenons le cas des Goths, par exemple. Vous avez vu qu'ils ont quasiment disparu au IIIe siècle, ils se réorganisent au IVe siècle. Ceux que l'on appelle des Goths, ce sont des gens qui soit font de la prédation avec l'Empire, donc qui volent des terres impériales ou qui volent du bétail sur les terres d'Empire, ou les gens qui travaillent à empêcher les autres de voler le bétail et de voler les terres. Les deux types d'individus sont également appelés Goths. Alors on sait qu'ils se réorganisent au IVe siècle en deux groupes, des gens qu'on appellera les Tervinges ou Visigoths et des gens qu'on appellera les Gretinges ou Ostrogoths. Ces gens-là sont sur la frontière et servent de tampon par rapport à d'autres barbares, notamment aux Huns. Et on voit qu'à partir du milieu du IVe siècle, les Huns percutent les Goths qui servaient de zone tampon, et vous voyez les Gretinges rejoindre les vrais barbares, les Gretinges, ou qu'on appellera plus tard les Ostrogoths, rejoignent les armées des Huns et se fondent complètement dans le groupe des Huns pendant un siècle, alors que les Tervinges, eux, vont rejoindre l'Empire romain et vont faire le choix de passer du côté de l'Empire romain. Comme ils passent du côté de Rome, ils vont accepter des missionnaires, et on sait qu'un certain Ulfila va convertir les Goths, créer un clergé chez les Goths, et que Ulfila va adhérer à la religion de l'Empire romain et convertir les Goths à la religion de l'Empire romain. Ulfila assiste au concile de Constantinople de 360 avant d'évangéliser les Goths. C'est intéressant pour la suite parce que Ulfila n'adhère pas à la conception du concile de Nicée. En 325, le concile de Nicée, dirigé par Constantin, avait dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient égaux. Mais l'empereur Constance II, fils de Constantin, considère que en fait, le Père est très légèrement supérieur au Fils dans la Trinité, les deux étant supérieurs au Saint-Esprit. Est apparue ainsi une confession chrétienne romaine qui est dominante au IVe siècle à Rome, qu'on appelle la doctrine homéenne. Alors, les catholiques n'aiment pas ça du tout, ils appellent ça l'arianisme, mais en fait, ce n'est pas du tout de l'arianisme. On accuse l'empereur Constance II d'être un infâme hérétique, mais en fait, l'hérésie de Constance II, c'est la religion de l'Empire romain. Comme Ulfila est à côté des Goths, aide les Goths à se romaniser, il va aider les Goths à choisir la bonne religion, la religion de l'empereur. Et donc les Goths se convertissent à la religion de Constance II. Donc les Goths vont devenir des gens qui seront homéens, les catholiques vont les appeler ariens, et comme les Goths parlent une langue germanique, on parlera d'arianisme germanique. Ici, vous voyez que c'est en fait une religion romaine, totalement romaine, et que les Goths font le choix de cette religion pour rejoindre la civilisation. Le premier geste que fait Ulfila est d'ailleurs de leur proposer une traduction en langue gothique de la Bible qui est produite sur des manuscrits de pourpre de toute beauté, imitant les productions impériales. Mais Tervinges, ces Goths qui se sont rapprochés de l'Empire, vont hésiter quand même sur les attitudes à adopter. Certains Tervinges, comme Athanaric, vont refuser l'alliance avec Rome et donc refuser le christianisme et persécuter un peu les Goths. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de martyrs Goths au IVe siècle. Des Goths chrétiens, des barbares, vont être tués pour leur religion. Mais la plupart des chefs, comme Fritigerne, vont négocier avec l'Empire, travailler pour l'Empire, faire un accord avec l'Empire, et notamment faire une grande alliance en 376, et dans ce cadre-là, organiser la conversion de l'ensemble de leur peuple à la religion du moment, qui est la religion homéenne. Ce qui veut dire que mes Goths, lorsque, en 376, l'Empire romain les installe en Thrace, ils sont chrétiens, ils sont romanisés, et finalement, ils se distinguent très peu d'une armée romaine. Alors, il se trouve que ces Goths sont en mauvaise relation avec l'empereur qui les a accueillis, Valens, parce qu'il y a des insatisfactions mutuelles, on a une révolte chez les Goths, et Fritigerne et ses amis Goths vont se révolter,
ce qui amène à une grande bataille entre l'armée gothique alliée de Rome et l'armée centrale romaine, qui est peuplée de mercenaires qui viennent peut-être de Scandinavie ou des peuples de la steppe. C'est souvent considéré comme une des dernières grandes batailles romaines de l'Antiquité. Prudence, les Goths ne sont pas forcément moins romanisés que les Romains qu'ils combattent, mais il se trouve qu'à Andrinople, en 378, l'armée romaine, dirigée par l'empereur, est vaincue par l'armée gothique qui est en rébellion. Mais cette armée gothique n'est pas là du tout pour s'emparer de l'Empire. Tout ce qu'elle veut, c'est un accord qui lui permet d'obtenir de meilleurs salaires. Et 3 ans après la victoire d'Andrinople, les Goths passent au service de l'Empire et négocient un faux et douce beaucoup plus intéressant qui leur permet de s'installer dans des terres plus riches dans le nord des Balkans. Et désormais, ils vont travailler pour l'Empire romain. On va avoir désormais une transformation qui va faire que les Goths sont une armée romaine, mais une armée romaine quand même un peu impopulaire. On se souvient d'Andrinople. Et puis l'Empire romain aussi est passé au catholicisme, ce qui veut dire que désormais, les Goths seront considérés comme hérétiques. Mais c'est dans ce milieu-là que vous voyez apparaître de nouveaux chefs. Des chefs qui seront, comme toujours, des mercenaires. On va avoir des gens qui vont travailler pour l'armée romaine pendant quelques années, mais parfois au plus haut poste de l'état-major, comme Gaïnas, qui va être régent de l'Empire d'Orient. Et puis, vous allez avoir aussi des gens qui ont commencé à s'appeler pas chefs Goths, mais qui vont s'appeler rois des Goths, et qui vont essayer de négocier en expliquant qu'ils contrôlent une population nombreuse et que donc ils méritent de meilleurs salaires. Parmi ces hommes-là, il y en a un qui est resté célèbre, c'est Alaric Ier. Alaric Ier apparaît comme un chef d'un groupe de Goths, mais très rapidement, il passe au service de l'Empire. En 380, on sait qu'il fait le coup de poing contre les Huns au service de l'Empire romain. En 394, il va sauver la mise à l'Empire romain en aidant Théodose Ier à vaincre un usurpateur occidental à la bataille de la rivière Froide. Et en 399, il obtient le titre de généralissime, magister militum, en Illyricum. Donc il est le chef de l'armée romaine des Balkans centraux. Mais évidemment, quand il n'est pas payé, il redevient barbare. Et il va piller la Grèce parce qu'il considère qu'il est mal payé dans ces années-là. Mais quand il est bien payé, il peut travailler, mais pour un empereur contre un autre. Par exemple, en 400, il se met au service de l'empereur d'Orient contre l'empereur d'Occident. En 401, il redevient barbare. Là, il assiège Milan pour son propre compte pour essayer de négocier de meilleurs salaires. En 402, il va être vaincu par Stylicon, qui est soi-disant autant barbare. Et puis, il va négocier à nouveau avec l'empereur romain, puis se mettre au service d'Honorius et de Stylicon dans les années 407-408. Toujours mal payé, il va négocier à nouveau, et à partir de 408 jusqu'à 410, il assiège Rome pour négocier de meilleurs salaires pour ses troupes. Est-il romain? Est-il barbare? S'il ne s'appelait pas Alaric, mais s'il s'appelait Romulus, est-ce que l'on parlerait vraiment d'un raid barbare sur Rome? Tout est une question de point de vue. Alors évidemment, pour Rome, ça reste horrible. Il ne s'agit pas non plus de relativiser les horreurs de ces 4e et 5e siècles. La prise de Rome dure 3 jours, elle est extrêmement violente, mais Alaric, qui est chrétien, respecte le droit d'asile des basiliques chrétiennes, donc ne pille pas les grandes basiliques de Rome. Ce qui montre qu'il est totalement romanisé d'une certaine façon. La mentalité romaine va avoir des difficultés à admettre cette prise de Rome, mais il se trouve quand même que Rome n'est pas très endommagée sur le plan monumental et que de toute façon, Rome n'est pas capitale de l'Empire en 410. Donc ce n'est pas si grave que ça pour l'Empire, nous disent les rhéteurs romains. Dans tous les cas, il y aura des possibilités de composer avec cette idée-là, puisque les rois des Goths successeurs ne sont pas des destructeurs de Rome. Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de prélever cette fameuse monnaie d'or, soit en la pillant, soit en la recevant comme salaire. Prenons le cas d'Atolphe, l'héritier d'Alaric Ier. Atolphe a une idée nouvelle, c'est de s'installer en Gaule et de devenir empereur romain. Donc le roi des Goths épouse une princesse impériale romaine en 414 et appelle le fils né de ce couple, Théodose, le plus beau des noms romains, et rêve de créer un empire romano-gothique. Bon, malheureusement, ça ne marche pas. Et le successeur d'Atolphe, Valia, va faire une autre solution. Il va se retransformer en mercenaire, puis se retransformer en fédéré en 418 et s'établir en Aquitaine pour désormais travailler pour l'Empire romain et garder l'Aquitaine contre les autres barbares. Nous arrivons maintenant au 5e siècle. Alors le 5e siècle, c'est à la fois plus compliqué et plus simple, on n'a rien.
Pour l'Empire romain d'Occident, on n'a aucune histoire continue. Donc, on est obligé de travailler avec ce que d'habitude on n'aime pas utiliser. Ce sont des lettres qui sont généralement extrêmement polémiques et qui vont effectivement parler de barbares, mais le même individu peut être appelé barbare dans une lettre et ensuite romain dans une autre lettre. Et puis, on va travailler avec des chroniques qui sont relativement brèves, qui parlent d'individus, qui ont des noms qui semblent effectivement barbares, mais rien ne prouve que quelqu'un qui s'appelle Théodoric soit romain ou qu'il soit barbare. Qu'est-ce qu'on voit pour ces derniers siècles de l'Empire romain? On voit que Rome s'affaiblit en raison de la partition. Alors, il ne s'agit pas non plus de surestimer cette partition qui a lieu en 375, mais indiscutablement, l'Orient et l'Occident romain, qui depuis longtemps est en train de s'éloigner, se séparent. Fictivement, on est toujours dans le même monde. Les deux empereurs continuent de frapper des monnaies d'or qui sont les mêmes. Donc officiellement, Rome reste unifiée, mais les stratégies deviendront de plus en plus différentes. Et en Occident, au moins, et c'est encore un peu le cas en Orient, mais surtout en Occident, tous les généraux supérieurs, désormais, à partir de 375, sont tous barbares. Donc toute l'armée est composée par un état-major qui est barbare ou romano-barbare, selon votre point de vue. Ce qui veut dire que des barbares, il y en a partout, mais que ce n'est pas les mêmes barbares. Vous avez des barbares envahisseurs, il n'y a pas de doute. Vous avez vraiment des gens qui passent le Limès, par exemple en 406-407, qui sont vraiment des barbares destructeurs, donc qui occupent les provinces des Gaules, mais dont on parle finalement très peu parce que Rome a autre chose à faire. À cette époque-là, il y a des usurpations, il y a la prise de Rome, et donc on ne parlera pas beaucoup vraiment de ces vrais envahisseurs. Vous avez des barbares qui sont installés dans les provinces riches, notamment les provinces d'Aquitaine, puis les provinces d'Espagne, puis les provinces d'Afrique, qui sont des barbares sous contrat, donc des barbares fédérés. Ceux-là, de temps en temps, on en dit du bien, de temps en temps, on en dit du mal. Vous avez l'armée qui est composée de mercenaires. Ceux-là, on les appelle tantôt barbares quand ils font plaisir, tantôt romains quand on considère que c'est l'armée romaine. Et dans cette armée romaine du 5e siècle, vous avez de plus en plus de Huns. Les Huns commencent à devenir le problème essentiel de l'Empire romain. Alors évidemment, il y en a un qui est resté célèbre, c'est Attila. Mais il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Attila, c'est quelqu'un qui réunit une confédération de la province, comme un petit peu tout le monde. La confédération unique, il y a quelques Huns, il y a beaucoup de Gépides, il y a beaucoup de Ostrogoths, il y a un petit peu de tout, et ça forme une armée sur la province. Avec cette armée, les Huns font une pression militaire sur l'Empire romain, soit pour se faire embaucher, soit pour obtenir le tribut. L'Empire romain va réagir pendant une cinquantaine d'années à cette pression unique, soit en définissant les Huns comme des barbares, soit en trouvant d'autres solutions. Quelles sont les réponses de l'Empire romain? Les Huns se constituent en armée de la frontière, tant mieux, on a besoin d'une armée. Donc, première opération, embaucher les Huns comme mercenaires de l'Empire romain. C'est ce que va faire Rome pendant plus de 40 ans, pour une logique très simple qui est une logique fiscale. C'est-à-dire que normalement, l'État romain paie des soldes à l'armée achète des ressources aux marchands romains, les marchands romains achètent leurs propres ressources à la paysannerie romaine, et la paysannerie romaine paie ses impôts à l'État romain. C'est le cycle normal de l'argent dans le monde romain. Si vous faites venir les barbares, par exemple les Huns, que vous les transformez en armée, que vous payez des soldes aux mercenaires, les mercenaires vont acheter aux marchands romains, qui vont acheter la paysannerie romaine, qui va reverser les taxes à l'Empire. C'est-à-dire que, d'un point de vue budgétaire, ça ne change, pour ainsi dire, rien, et vous court-circuitez même l'armée. Donc vous faites des économies. C'est parfaitement rentable, et c'est pour ça qu'au 5e siècle, vous avez de magnifiques frappes monétaires qui vont servir à payer les Huns, tout simplement, qui travaillent pour eux. Alors les Huns rendent des services. Par exemple, lorsque les Burgondes s'agitent dans la région de Worms en Germanie en 430, ce sont les Huns qui sont envoyés pour détruire un royaume qui embête Rome. Cette histoire, vous la connaissez, c'est l'histoire des Burgondes avec un roi qui s'appelle Gunther, avec son ami qui s'appelle Siegfried, qui est détruit par un roi qui a le nom d'Atli ou Hetzel. C'est l'histoire des Nibelungen. Donc vous avez ici Rome qui a utilisé les Huns pour aller se débarrasser de ces Germains qui posaient problème à Worms. En 345, on utilise également les Huns pour essayer de récupérer l'Aquitaine parce que l'accord est renégocié. Et les Huns vont assiéger Toulouse pour le compte de l'Empire romain. Le problème, c'est que lorsqu'Attila prend le pouvoir en 444, lui ne veut plus du mercenariat.
Plus de mercenariat, aucun problème. Rome a d'autres solutions avec les barbares. Piller, vous voulez piller, pillez donc. Et Rome va laisser piller ses provinces. C'est le cas de l'Empire romain qui laisse faire des razzias en répétition dans les Balkans et en Grèce. De toute façon, il n'y a plus grand-chose. Les Goths sont déjà passés, tout a déjà été rasié depuis 2 siècles. Les déprédations des Huns ne vont pas faire beaucoup plus de mal. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas, évidemment, que la capitale impériale soit prise. Donc, on va retravailler ce qui compte dans l'Empire, c'est les fortifications. Et c'est cet empire tardif qui va dresser la plus extraordinaire muraille de toute l'histoire, la muraille de Constantinople, qui sert à protéger une seule chose, pas l'empereur. Ça sert à protéger les services du fisc. Ça sert à servir la comptabilité. La comptabilité romaine sera protégée, et donc la pompe aspirante romaine permettra encore de récupérer des sous. Alors ça pose un petit problème parce qu'il y a un tremblement de terre à Constantinople, une partie de la muraille s'effondre, mais elle est très très vite restaurée. Troisième solution, Attila veut un tribut, donnons un tribut à Attila. Là encore, si vous réfléchissez en termes économiques, ce n'est pas une mauvaise affaire. Si vous versez un tribut aux Huns, vous avez moins besoin de payer l'armée. Les Huns ne sont pas autosuffisants sur le plan alimentaire, donc ils vont acheter des ressources aux marchands romains, qui vont acheter la paysannerie romaine, et ça fait circuler la pompe, toujours. Ce n'est pas tout à fait moral, ce n'est pas très bien vu, mais ça reste parfaitement efficace, et l'Empire d'Orient va le faire. Par exemple, en 435, Attila veut 700 livres d'or, on lui donne 700 livres d'or. En 447, il veut 2000 livres d'or. Là, ça commence à faire un peu plus. Mais en fait, si on réfléchit bien, quelles sont les capacités budgétaires de l'Empire romain ? Environ 300 000 livres d'or d'encaisse dans le trésor impérial. Ce qui veut dire que Attila ne demande pratiquement rien. Et donc Rome peut payer le tribut aux barbares, ce n'est pas honorable, mais ça ne grèvera pas beaucoup ses finances. Le vrai problème, c'est que le cœur du système, c'est en fait le contribuable romain. Et le contribuable romain, qui est massacré par les barbares et pressuré par les percepteurs du fisc romain, commence parfois à considérer que le cœur du système, c'est en fait l'impôt et que ça crée une véritable difficulté. Le contribuable romain a très bien compris comment contourner la difficulté, c'est-à-dire au lieu de se placer dans la situation désagréable d'être ce qui fait tourner la pompe, il va devenir lui-même un barbare et profiter donc de la pompe. Lorsque des ambassadeurs romains arrivent à la cour d'Attila, c'est la surprise. La cour d'Attila est peuplée essentiellement de Romains qui expliquent que ils ont payé trop d'impôts, les dirigeants sont corrompus à Rome, c'est pas bien, la classe possédante est injuste et donc on est devenu barbare pour en profiter à notre tour. Bon, ça pose des problèmes quand même tout ça et l'Empire romain peut essayer d'autres solutions, par exemple assassiner le maître chanteur. Donc c'est une solution romaine classique. Donc vous organisez une ambassade, vous glissez un assassin dans l'ambassade, c'est tenté avec Attila, sauf que l'empereur ne prévient pas ses propres ambassadeurs qui dénoncent auprès d'Attila l'assassin qu'ils ont trouvé dans leur propre ambassade. Et Attila, évidemment, n'est pas très content. Mais ça ne pose pas vraiment de problème parce que l'ultime solution pour régler le problème des barbares, c'est tout simplement de ne pas payer. C'est tout simple. Pour avoir la tranquillité, on peut payer. C'est ce qu'a fait l'empereur Théodose II d'Orient, qui a payé pendant une quarantaine d'années. Son successeur, Marcien, décide de ne plus payer. Enfin, quand je dis Marcien, ça c'est l'empereur en titre. Celui qui contrôle l'Empire, c'est un certain Aspar et son fils Ardabur, c'est-à-dire ce sont les Alains qui contrôlent l'Empire. Donc il ne s'agit pas non plus de penser qu'on est dans un schéma Rome contre les barbares. Tout le monde se connaît. Alors Attila va se tourner vers l'Empire d'Occident pour essayer d'exercer le même chantage, en faisant les mêmes stratégies qu'on avait vues dans le passé, puisqu'on n'arrive plus à prélever le tribut, et si on fondait un empire romano-unique. Donc par exemple, on pourrait peut-être négocier pour obtenir une princesse impériale. Par exemple, la sœur de Valentinien III. Parce que Valentinien III est l'empereur, mais enfin l'empereur, c'est pas grand-chose l'empereur. Celui qui contrôle l'Empire en Occident, c'est un certain Aëtius. Aëtius, qui est romano-barbare, né sur la frontière, qui a travaillé pour les Huns, et donc qui est un homme de la frontière lui aussi. Aëtius va développer un nouveau système pour résister aux barbares. Parce qu'en Occident, il n'y a pas de sous. Il n'y a plus d'impôts, ou pour ainsi dire, plus d'impôts. Donc, toujours pour essayer de trouver une solution, Aëtius va installer des barbares fédérés sur toutes les frontières.
leur donner des territoires, et en échange, il obtient la loyauté de ces barbares. Ça permet d'arrêter les autres barbares, c'est ce qu'on appelle le système de la fédération. Il le développe tellement que finalement, il n'y a pratiquement plus de Romains. Si vous prenez la carte des Gaules dans les années 450, l'armée romaine, il y en a encore peut-être ici, à côté de la Via Aurelia, mais nulle part ailleurs, puisque partout ailleurs, il y a des barbares qui ont été fédérés et installés par Aetius. L'Empire romain est contrôlé par des unités romaines qui, selon votre point de vue, sont romaines ou barbares. Alors, il y a bien le bassin parisien, mais dans le bassin parisien, on est romain, mais on ne va pas payer d'impôts. Que va faire Attila ? Première idée, se présenter en sauveur des contribuables romains en faisant une alliance avec les révoltés fiscaux du bassin parisien. Ça ne marche pas trop bien. Deuxième idée, essayer d'épouser une princesse impériale, donc la sœur de Valentinien III, pour se présenter comme un empereur romain et donc être le bénéficiaire des impôts. Ça ne donne pas d'extraordinaires résultats non plus. Et ce n'est qu'en bout de course qu'Attila, un peu déçu, va mener une campagne militaire pour aller piller, donc prélever directement à la source, cet argent dont il a besoin. Par où passe-t-il ? Par toute la région où il n'y a pas de fédérés. C'est-à-dire, il enfonce les Gaules par les zones de révolte fiscale, recule devant Orléans parce que les barbares des Gaules ne veulent pas qu'un maître chanteur vienne leur prendre leur argent à eux, et a lieu ainsi, dans la région de Châlons, l'ultime bataille de l'Antiquité, les champs cataloniques. Les champs cataloniques, c'est Rome contre les barbares. Mais il s'agit de bien de voir qui il y a dans l'armée romaine et qui il y a dans l'armée d'Attila. Dans l'armée d'Attila, il y a quelques milliers de Huns, mais surtout essentiellement des peuples comme les Ostrogoths, les Alains, les Burgondes, les Francs, et beaucoup de Romains, ces fameux contribuables. Dans l'armée romaine, il y a très très peu de Romains, mais il y a des Visigoths, des Alains, des Sarmates, des Gépides, et quelques Huns qui ont fui le camp d'Attila parce qu'ils estiment qu'ils seront mieux payés en travaillant comme mercenaires pour Rome. C'est-à-dire que les deux armées sont à peu près symétriques et que tout le monde, au moment des champs cataloniques, se rend compte que son cousin est dans l'autre camp. La fin de cette ultime bataille de l'Antiquité est une rareté, c'est un match nul. C'est-à-dire que personne n'a envie de pousser la bataille des champs cataloniques parce que tout le monde se connaît, étant un peu gêné, en travaillant pour les uns et pour les autres, et donc Attila pourra se replier. C'est la fin de l'Empire romain, mais une fin, vous le voyez, qui a duré longtemps, puisque le dernier siècle de l'Empire romain voit en fait une occupation de tous les postes par des gens qui sont ni romains ni barbares, mais qui sont, selon votre point de vue, des parasites ou des serviteurs ou des agents de l'Empire romain, des gens tout simplement qui vont faire tourner une machine, mais qui maintenant tourne à vide. Parce que le cœur du système, c'était l'argent, c'était la perception fiscale. Or, à partir de 450, elle s'effondre totalement et il n'y a plus d'argent. Donc l'effondrement budgétaire entraîne une crise politique à Rome, il n'y a plus de dynastie stable, les empereurs sont faits par l'armée, c'est-à-dire faits par des gens qui sont des gens de la frontière, et donc vous allez avoir une multiplication d'empereurs qui n'ont pas laissé leur nom dans l'histoire, Anthemius, Olybrius, Glycerius, et en 476, le dernier des empereurs, Romulus Augustule, est déposé par le dernier des généraux de l'armée, qui est Odoacre. Alors c'est souvent considéré comme l'ultime scène de Rome contre les barbares. Attention, là encore, qui est Romulus Augustule ? Romulus Augustule a 12 ans, c'est certes le dernier empereur romain, mais son père, le général Oreste, était le secrétaire particulier d'Attila. Ce qui invite à penser que Romulus Augustule n'est pas totalement romain selon nos propres concepts. Qui est Odoacre ? Quelqu'un d'infâme. Les sources l'appellent barbare. Mais alors, il est tellement barbare que je me suis amusé à relever tous les qualificatifs ethniques qui s'appliquent à lui. Certains le disent saxon, d'autres goth, ruge, skir, turcilingue, roi des Hérules ou un. En gros, c'est un mercenaire qui a travaillé pour un peu tout le monde. Et donc, est-ce qu'il sait lui-même qui il est ? Oui, il sait qui il est. Il est romain. On a conservé la base d'une statue où il s'intitule Flavius Odoacer, Magister Militum. Il est chef de l'armée romaine. D'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe lorsque Romulus Augustule est déposé par Odoacre ? Eh bien, c'est un empereur créé par l'armée qui est déposé par l'armée, tout simplement. Qui prend le pouvoir ? Cette armée, imaginez qu'en France, la Légion étrangère prenne le pouvoir. Est-ce que c'est les étrangers qui prennent le pouvoir en France ou est-ce que c'est l'armée française qui prend le pouvoir en France ? Tout dépendra de votre point de vue. En 476, l'Empire romain est mort, mais pas totalement, puisque c'est une unité de l'armée romaine qui a pris le pouvoir en Italie. Et donc l'Italie s'intitule Royaume fédéré,
Odoacre fait frapper de superbes monnaies d'or au nom de l'empereur. Alors plus de l'empereur qui est en Occident, il n'y en a plus, mais de l'empereur de Constantinople. Officiellement, l'Empire n'est pas mort, il a été totalement réunifié. Tous les rois d'Occident font la même chose. À travers tout l'Occident, tous les rois font frapper des monnaies en imitant les monnaies qui sont frappées à Constantinople. Rome n'est pas morte du point de vue de ses chefs. Si vous prenez par exemple les Burgondes qui sont installés à quelques dizaines de kilomètres au nord d'ici, les Burgondes vont faire frapper de magnifiques monnaies au nom de Dominus Anastasius, notre seigneur l'empereur Anastase, qui habite très loin et qui me reconnaît vaguement comme étant général romain, tout en me reconnaissant comme roi des Burgondes. La fin de l'Empire romain, c'est donc une transformation qui voit l'apparition de royaumes qui ne sont pas vraiment des royaumes, qui sont des commandements militaires et qui vont prendre encore 2 siècles à se transformer en royaumes. Alors parmi tous ces royaumes, il y en a un qui nous intéresse un peu plus, c'est le royaume des Francs. Mais le royaume des Francs apparaît avec le roi Childéric, dont on a retrouvé le trésor monétaire, où il n'y a que des monnaies romaines. Le fils de Childéric est un petit peu plus célèbre, c'est un certain Clovis. Clovis qui va être nommé consul de Rome par l'empereur de Constantinople et qui frappe une très belle monnaie d'or, pas à son propre nom, mais au nom de Dominus Noster Anastasius, notre seigneur l'empereur Anastase, qui a la gentillesse de me reconnaître comme étant le gouverneur militaire des Gaules. Je conclus. D'une certaine façon, Rome face aux barbares, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une histoire qui n'est pas un affrontement entre 2 entités complètement différentes. Rome a été complètement transformée par les troubles du IIIe siècle. Rome ne ressemble plus du tout à la Rome de l'Antiquité. Mais les barbares non plus ne ressemblent plus du tout aux barbares de l'Antiquité. Ils se sont romanisés, transformés, évolués, de nouveaux peuples se sont organisés sur la base des confédérations. C'est-à-dire qu'on est dans une période de construction réciproque de 2 pouvoirs qui se construisent tous les 2 sur la frontière. Les derniers empereurs apparaissent sur la frontière, sont des hommes de la frontière, les premiers rois barbares sont des hommes de la frontière. Et sans surprise, ils sont issus des mêmes groupes, des mêmes familles, des mêmes réseaux, et souvent ils ont noué des relations d'intermariage. Bref, les identités sont en train de se recomposer, et les ethnicités vont naître de ces identités. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des choses qui sont surprenantes pour nous. Les gens vont suivre les identités dominantes. Au IVe siècle, il est bien d'être romain. Les barbares vont vouloir être romains. Prenez Stylicon, que j'évoquais. Son père s'appelait Stilicho, lui s'appelle Flavius Stilicho. Il va appeler ses enfants Eucharius, Maria, Termentia. Voilà quelqu'un qui choisit des noms romains pour ses enfants et qui va essayer de bien démontrer qu'il est romain parce qu'il est complètement fondu dans la civilisation romaine. Mais quand on avance dans le temps, à partir du moment où l'Empire s'est effondré, où les chefs sont le roi des Gauls, le roi des Francs, le roi des Ostrogoths, le roi des Alains, il est finalement beaucoup plus tentant de devenir barbare. Et au VIe siècle, vous aurez l'inverse. Prenez la famille des sénateurs de la famille des Lupi de Champagne, que l'on connaît bien depuis le IVe siècle, des gens qui s'appellent Lupus de père en fils, et qui, vers 600, se font appeler Wulf. Quelqu'un qui s'appelait loup en latin se fait appeler loup en langue germanique. Qu'est-ce qui a changé ? Tout et rien, selon votre point de vue. Ce sont les mêmes hommes. Si vous faites une analyse génétique, vous ne démontrerez rien. Et pourtant, Wulf est un franc, alors que Lupus était un romain. Il y a bien quelque chose qui a changé. Mais ce n'est sans doute pas les flèches qui suffisent à tout expliquer. Qu'est-ce qui explique véritablement le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge ? Des phénomènes plus complexes, la tentation de l'or, la volonté du pouvoir ou tout simplement le snobisme qui fait que l'on va adopter la culture de celui qu'on estime être l'homme fort du moment. Et les gens de l'Antiquité en sont conscients. Théodoric le Grand, le plus grand roi des Ostrogoths, a une citation remarquable. Il explique que le Goth riche imite le Romain, mais le Romain pauvre imite le Goth. Finalement, ce qui était notre image de marque, c'est-à-dire des peuples bien constitués, des Gaulois, des Romains, des Goths, une frontière particulièrement nette avec des pointillés sur le sol, ce n'est pas ça l'Antiquité tardive. C'est plutôt un grand magma d'une frontière qui devient finalement l'ensemble de l'Occident, où les uns se réinventent, les autres préfèrent rester romains, et où finalement chacun va choisir une destinée différente. Vont émerger des hommes forts, qui sont ces nouveaux rois, qui vont créer des identités, et un jour, le descendant de Lupus, appelé Wolf, prendra un nom germanique,
expliquera qu'il vient quand même de la guerre de Troie. Et puis, un de ces jours-là, peut-être son descendant s'appellera Hugues Capet et s'appellera roi des Français. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je suis disponible, bien entendu, si vous avez des questions. Mais vous avez bien compris que je n'ai pas forcément les réponses. Ou pour être exact, je n'ai pas les sources. Vous avez une approche d'historien, donc basée sur les faits. Donc c'est une description factuelle, hein, enfin, en tout cas si j'ai compris. Par contre, il y a un aspect qui me semble important. On voit bien la déliquescence progressive de l'Empire, mais est-ce que c'est pas en fait une perte de valeur de ce qu'est l'Empire romain qui se dissout probablement dans des questions d'argent, de fiscalité, mais est-ce que c'est pas une question de culture et donc d'attachement à des valeurs communes qui finalement aboutit à cette dissolution et cette transformation en autre chose? Je vous remercie. Oui, c'est une question de savoir en fait qui adhérait à quoi et à quel projet impérial dans l'Empire. La clé, c'est les classes moyennes. Or, vous avez vu que ces classes moyennes qui fonctionnaient avec de la monnaie d'argent, elles n'apparaissent plus dans le système monétaire de l'Empire romain tardif. Les classes moyennes, les gens qui animaient toutes les cités, de quoi elles rêvaient? Elles rêvaient en faisant des cadeaux, en construisant des thermes, en construisant des aqueducs, en finançant le mode de vie romain, en fait, ce que disait Tacite. Hein. Construire une cité, vivre à la romaine, porter la toge, c'était ce que faisaient les élites municipales. En faisant ça, elles rêvaient de parvenir plus haut, monter à Rome, devenir sénateur, véritablement atteindre le cœur du système romain. Le problème, c'est que sous l'Antiquité tardive, elles ont réussi. C'est que ce groupe qu'on appelait les curiales sous le Haut-Empire, donc les élites municipales, dans le courant du IVe siècle, soit elles rejoignent le groupe sénatorial, et donc elles deviennent hauts fonctionnaires, elles n'ont plus rien à prouver, elles n'ont plus besoin d'aider les cités parce qu'elles sont déjà au centre. Soit elles tombent, et dans ces cas-là, elles tombent dans la grosse paysannerie qui, elle non plus, n'a rien à prouver parce qu'elle n'a rien à gagner. Et donc, en fait, ce qui a fait fonctionner l'Empire, je pense, pendant tout le Haut-Empire, c'est l'espoir. L'espoir de pouvoir progresser. Mais quand vous réalisez l'espoir, et d'une certaine façon, la romanité, le terme de romanitas, n'apparaît que dans l'Antiquité tardive. Quand tout le monde est citoyen romain, vous n'avez plus besoin de vous battre pour devenir citoyen romain. Vous l'êtes. Quand tout le monde est justiciable selon le droit romain devient universel en 435 de notre ère. C'est la toute fin. Les grands codes de droit romain sont très tardifs. Mais quand cette victoire-là, elle est obtenue, quel besoin y a-t-il d'affirmer que l'on a envie d'adhérer à ce projet de civilisation? On en fait partie. Et donc, Rome n'a plus de rêve à apporter. Et c'est peut-être plus que tout le reste, cette fin du rêve qui fait que les valeurs n'ont pas vraiment changé. Les sénateurs continuent d'apprendre à lire dans l'Énéide de Virgile. Mais cet élan qui faisait que tout le monde travaillait à faire fonctionner l'Empire s'éteint, au moins en Occident. Ça ne serait pas le cas en Orient. L'Orient est aussi un monde tout aussi romain, et l'Orient va fonctionner jusqu'au milieu du XVe siècle où la civilisation reste romaine. Donc peut-être l'Empire romain est-il mort d'avoir tué l'espoir en donnant trop, peut-être trop tôt, à des élites qui demandaient que ça, bien entendu, mais qui ont été récompensées au-delà de ce qu'elles espéraient. Monsieur le maire. Pardon et merci. Oui, à ce moment-là, vous parlez de Clovis avec l'élément fondateur, justement, qui va se retrouver dans notre histoire nationale. Mais n'y a-t-il pas là, justement, dans l'imaginaire de Reims, la fameuse, on va dire, le fait que Rémus n'aurait pas été tué par Romulus, mais aurait fondé le royaume des Rèmes, et justement une continuité, puisque vous avez fait allusion
au fondement de Rome après Troie, et justement après Rome, justement, pour le royaume franc, la fondation de la France à Reims par le sacre de Clovis. Y a-t-il dans cet imaginaire-là un mythe qui va se construire ? Alors, d'une certaine façon, je vous remercie, c'est un imaginaire totalement romain qui survit à Rome. L'univers mental reste romain. Parce que tous les héros germaniques que nous avons en tête, Thor, Loki et les autres, n'apparaissent qu'au XIIIe siècle dans les textes. Il n'y en a pas la moindre mention dans les textes du Haut Moyen-Âge. Peut-être était-il là, mais en tout cas, on ne le sait pas. Les textes, l'univers mental que l'on voit, c'est un monde romain. Qu'est-ce qui compte ? C'est que le roi des Francs se comporte comme Constantin. Lorsque Clovis est baptisé, on l'appelle Nouveau Constantin. Il poursuit l'histoire romaine. Lorsque les Francs fondent un royaume, ils vont expliquer qu'ils n'ont jamais été des barbares. Ils vont expliquer qu'ils ont fondé des villes. Ils viennent de Troie, mais ils ont fondé des villes partout où ils sont passés. Et ils ont fondé une ville qui s'appelait Sicambria, c'est pour ça qu'on les appelle Sicambres. Puis après, ils ont fondé une ville qui s'appelait la Nouvelle Troie, c'est pour ça qu'il y a une ville qui s'appelle Troie. Et puis après, ils ont fondé une ville en l'honneur du prince troyen Paris, ils l'ont appelée Paris. Donc on est dans un univers totalement romain. On invente des mythes méditerranéens pour tout justifier. Après, les Mérovingiens auront d'autres solutions pour expliquer leur origine. Ils vont expliquer qu'ils sont les descendants d'un monstre marin, un peu comme les héros des grandes cités grecques expliquaient qu'ils étaient les descendants des personnages de la mythologie. Et puis, à chaque génération, on invente de nouveaux mythes. Et c'est peut-être ça la grande force de Rome. On a créé la boîte à outils. Tout est là, tout est disponible, et on réinvente en permanence des mythes qui vont servir. Alors oui, Clovis, parce que ça permet de faire des parallèles extraordinaires, donc on va expliquer que Clovis était comme un empereur romain. Grégoire de Tours dit qu'il a été appelé Auguste. Invraisemblable que l'armée franque couronne empereur son roi. Mais ça permet de faire un parallèle merveilleux avec Constantin. Et puis, lorsque les Carolingiens prennent le trône, ils expliquent que les Francs descendent de la ville de Troie, mais pas de la famille de Priam, pas de la famille royale des origines, parce que la famille a été renversée et qu'il y a eu une élection royale qui a fait qu'un Troyen a été élu à la place du fils de Priam. Évidemment, eux viennent de s'emparer du trône en renversant les derniers Mérovingiens, et donc vont trouver dans le passé romain une façon d'expliquer le monde. Et Rome est tombée, il n'y a pas de doute, hein. L'Empire s'est effondré, l'économie a été bouleversée, la politique, l'armée, tout a changé, la culture matérielle. Mais curieusement, on est encore les enfants de Rome sur le plan mental. C'est-à-dire que tous ces mythes ont fonctionné, et au-delà des mythes, les mots, les termes, la conception, la façon de penser la politique restent romaines. Et le Moyen-Âge continue d'entretenir des traditions qui sont extraordinairement romaines, la taxation faisant partie aussi du legs de Rome. Un État ne peut pas fonctionner sans taxes. Et les Mérovingiens vont se battre pendant 300 ans pour maintenir le système de taxation. Et c'est ça qui maintient un État. Lorsque les taxes ne fonctionneront plus, ça ne va pas durer longtemps, pendant le Xe siècle, on n'aura plus vraiment d'État. Et donc, on a quand même un legs romain qui fonctionne et qui permet à une civilisation totalement renouvelée, bien entendu, mais une civilisation qui reste encore une civilisation antique, de transmettre sa culture, ne serait-ce que le mot de Rome et des barbares. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer Rome. Le mot de barbare, j'ai expliqué, mais tout le monde le connaît. C'est des legs de Rome et tout fonctionne encore, d'une certaine façon, comme si Rome n'était pas tombée un jour de 476.